Tout a commencé 3 semaines avant la fête. Ma sœur, Sophie, m'a appelé un mardi soir alors que je préparais le dîner. Les enfants étaient à table en train de faire leurs devoirs. Et Thomas était encore au bureau pour terminer des réunions. Alors, Léa va avoir 8 ans le mois prochain, a-t-elle dit, la voix pétillante d'excitation. On organise un gala de lancement de marque à l'Orangerie Royale. Tu sais, le lieu avec 2 ans de liste d'attente. Ça semblait incroyable, jusqu'à ce qu'elle lâche la condition. Toi et Thomas êtes invités. Évidemment, mais on ne peut pas avoir les enfants là-bas. Ils ne collent tout simplement pas à l'esthétique de luxe pour le reportage photo du magazine. Avant de plonger plus loin dans ce fiasco, laissez un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous. J'adorerais savoir qui fait partie de notre communauté. J'ai serré ma cuillère en bois si fort que mes jointures ont blanchi. J'ai essayé de garder une voix stable. D'être raisonnable. Sophie, ai-je dit lentement. Léa va avoir 8 ans. Mes enfants ont 6 et 4 ans. Ils adorent leur cousine. Tu es en train de me dire que mes enfants ne sont pas les bienvenus à un anniversaire de famille parce qu'ils ne correspondent pas à ton esthétique. Ne sois pas dramatique. Élise, a-t-elle soupiré, le ton sec et dédaigneux à travers le téléphone. Ce n'est pas juste un anniversaire. C'est le lancement de la marque de l'agence événementielle de Maxime. On a des photographes de 3 grands magazines d'art de vivre qui viennent. Il faut que les visuels soient immaculés. Des gamins qui courent partout avec les doigts collants. Ce n'est juste pas foire raccord avec l'image. Pas foire raccord avec l'image. Mes enfants n'étaient pas assez marketing. L'absurdité de la chose m'a donné le tournis. Mais au lieu de hurler, au lieu de lui dire exactement où elle pouvait se le mettre, son image de marque, je me suis figée. J'ai senti cette paralysie familière et glaciale remonter le long de ma colonne vertébrale, me bloquant la mâchoire. Ce n'était pas juste le choc. C'était du dressage. Pendant 32 ans, j'avais été conditionnée pour être la gardienne de la paix, la médiatrice, celle qui absorbait les dysfonctionnements de la famille pour que personne d'autre n'ait à se sentir mal à l'aise. Ça a commencé quand j'avais 7 ans, en regardant ma mère réorganiser méticuleusement les meubles du salon avant l'arrivée des invités. Terrifiée qu'un coussin mal placé ne ruine notre image. Ça a continué pendant mon adolescence. À couvrir Sophie quand elle faisait le mur. À mentir à mes parents pour qu'ils n'aient pas à affronter la réalité de la rébellion de leur enfant chéri. J'avais appris très tôt que mon rôle dans cette famille n'était pas d'avoir des besoins, mais de gérer ceux des autres. Les psychologues appellent ça l'impuissance apprise. Un état où l'on arrête d'essayer d'échapper à une situation douloureuse parce qu'on nous a appris que nos efforts ne comptent pas. On endure. C'est tout. On se fige. On survit. C'était l'encre invisible que je traînais chaque jour. Un poids lourd et rouillé qui me maintenait attachée à leur approbation. Terrifiée à l'idée que si je bougeais trop vite, je ferais couler tout le navire. Alors, je n'ai pas crié. Je ne me suis pas battue. Je suis juste restée là, dans ma cuisine, à fixer la sauce tomate qui bouillonnait, sentant la chaleur monter aux joues pendant que ma sœur m'expliquait que mes enfants étaient essentiellement des passifs esthétiques. D'accord. Ai-je réussi à murmurer, le mot ayant un goût de cendre dans ma bouche. Je comprends. J'ai raccroché et je me suis appuyée contre le comptoir, tremblante. Je n'étais pas seulement en colère contre Sophie. J'étais furieuse contre moi-même. Pourquoi je ne pouvais pas l'ouvrir? Pourquoi étais-je encore cette petite fille terrifiée, essayant de maintenir la paix au prix de sa propre dignité? J'ai regardé mes enfants, la tête penchée sur leur cahier de coloriage, ignorant totalement que leur tante venait de les juger indignes d'une invitation parce qu'ils n'étaient pas assez photogéniques pour un magazine. Et pour la première fois depuis longtemps, la honte de mon silence pesait plus lourd que la peur de leur colère. J'ai appelé mes parents plus tard dans la soirée, espérant un peu de bon sens. Espérant que Catherine et Philippe, eux qui prétendaient placer la famille au-dessus de tout, et verraient à quel point c'était cruel. Mais dès que j'ai expliqué la situation, j'ai entendu le soupir de ma mère. Cette longue expiration lassée
qu'elle réservait au moment où je faisais des histoires. « Oh, Élise » a-t-elle dit, le ton dégoulinant de cette déception passive-agressive si bien rodée. « Tu dois comprendre la pression que subit Maxime. Cet événement pourrait lancer sa carrière. Tu ne peux pas être solidaire pour une fois, c'est juste une soirée. Prends une baby-sitter. Ne ramène pas tout à toi. Ne pas ramener tout à moi. » Comme si protéger mes enfants du rejet était un acte d'égoïsme. Mon père est intervenu en arrière-plan. Sa voix étouffée, mais assez claire pour piquer. Dis-lui d'arrêter d'être jalouse. Catherine, Thomas n'est qu'un freelance. Elle ne comprend pas comment fonctionne le vrai monde des affaires. Les apparences. Ça compte? Jalouse, c'était leur arme favorite. Chaque fois que je remettais en question leur comportement, chaque fois que j'essayais de poser une limite, c'était parce que j'étais jalouse de l'éclat de Sophie, du succès de Maxime. Il ne voyait pas une mère défendant ses enfants. Il voyait la fille ingrate essayant de ternir la lumière de sa sœur. J'ai raccroché sans dire au revoir. Le silence dans mon salon semblait différent cette fois. Ce n'était pas le silence lourd et étouffant de la soumission. C'était le silence froid et tranchant de la lucidité. Ils m'avaient montré exactement qui ils étaient. Ils avaient choisi un reportage photo plutôt que leurs petits-enfants. Ils avaient choisi l'esthétique plutôt que la famille. Et ils s'attendaient à ce que je rentre dans le rang. Comme je le faisais toujours. Quand Thomas est rentré, je n'ai pas couru vers lui en pleurant. Je n'ai pas hurlé. Je l'ai assis à la table de la cuisine et je lui ai tout raconté l'appel de Sophie. Le commentaire sur l'image de Marc. La réaction de mes parents. Thomas a écouté. Il n'a pas interrompu. Il ne s'est pas mis en colère. Du moins, pas de la façon dont la plupart des hommes l'auraient fait. Il n'a pas crié. Il n'a pas fait les 100 pas. Il est resté assis. Ses yeux fixés sur moi. Son expression illisible. Quand j'ai fini, il a posé une seule question. D'une voix dangereusement calme. Ils ont dit que nos enfants ne sont pas fois raccord avec l'image. Oui. Ai-je chuchoté. Ils ont dit qu'ils gâcheraient l'esthétique. Thomas a hoché la tête lentement. Il a fermé son ordinateur portable avec un clic doux. Il ne l'a pas claqué. Il l'a juste fermé. Puis il m'a regardé. Et j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Ce n'était pas juste de la colère. C'était une décision finale. Irréversible. Nous n'irons pas. Athée, il dit. Nous n'enverrons pas de cadeaux. Nous ne trouverons pas d'excuses. Nous ne participerons tout simplement pas à cette mascarade. J'ai ressenti une vague de soulagement si intense que j'en ai eu le vertige. Pour la première fois de ma vie, je ne menais pas cette bataille seule. J'avais un partenaire qui refusait de jouer selon leurs règles, un partenaire qui se fichait de maintenir la paix si cela signifiait manquer de respect à nos enfants. Thomas s'est levé et a marché vers la fenêtre. Regardant la rue sombre. Ils veulent une image parfaite. Athée, il dit doucement. Presque pour lui-même. Voyons à quel point ça a l'air parfait quand les fondations sont pourries. Le jour de la fête est arrivé avec un ciel bleu qui semblait moqueur par sa gaieté. Pendant que Sophie et Maxime couraient sans doute partout en hurlant sur les fleuristes et les traiteurs, Thomas et moi avons mis les enfants dans la voiture et avons filé à la Cité des Sciences. Nous avons passé l'après-midi à regarder les visages de nos enfants s'illuminer, en touchant des raies et en lançant des fusées en papier. C'était de la joie pure. Non frelatée. Pas de photographe. Pas de code vestimentaire. Personne pour s'inquiéter de savoir si le sourire d'un enfant de 6 ans était assez éditorial. Pendant quelques heures. J'ai oublié l'orangerie royale. J'ai oublié le rejet. Puis mon téléphone a vibré. Et vibré encore. Et encore, je l'ai sorti de mon sac. Le groupe de discussion familiale était inondé de photos. Sophie avait déjà posté une 12aine de clichés. Le lieu était magnifique. Je devais l'admettre, mur de verre. Cascade d'orchidées. Serveur en smoking. Mais c'était froid. Les photos ressemblaient à un catalogue de meubles de luxe. Pas à l'anniversaire d'un enfant. Léa, ma nièce, avait l'air raide et mal à l'aise dans une robe qui coûtait plus cher que ma première voiture. Posant seule au milieu d'adultes,
tenant des flûtes de champagne. Soudain, ma fille s'est penchée par-dessus mon épaule pour voir ce que je regardais. Ses yeux se sont écarquillés. C'est la fête de Tata. Sophie athée, elle demandait. D'une petite voix, pourquoi elle ne voulait pas de nous? Maman. La question est restée suspendue dans l'air, arrachant chaque couche de rationalisation que j'avais essayé de construire. J'ai regardé le visage confus et blessé de ma fille. Et quelque chose en moi s'est brisé. La chaîne invisible, celle qui m'avait attachée à l'approbation de ma famille pendant des décennies, a volé en éclats. J'ai levé les yeux vers Thomas. Il a vu le texto. Il a vu le visage de notre fille. Il n'a pas dit un mot. Il a juste sorti son téléphone de sa poche et s'est éloigné de l'exposition, vers un coin calme du musée. Je l'ai regardé partir. Il n'appelait pas Sophie. Il n'appelait pas mes parents. Il passait un appel qui allait tout changer. Je ne savais pas qui était à l'autre bout du fil. Mais je savais une chose. Le temps du silence était révolu. Thomas est sorti de la salle, laissant le bruit des expositions derrière lui. Il s'est dirigé vers les grandes baies vitrées surplombant la ville. Le téléphone pressé contre son oreille. Je l'observais de loin. Le cœur battant dans la poitrine. Il ne passait pas juste un appel, il jouait un coup de maître. « Allô ? Antoine ? C'est Thomas. » Athée, il dit. Sa voix basse et dénuée d'émotion. « Oui. Ça va. Écoute. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Je veux que tu sortes le contrat pour l'événement de Maxime Mercier à l'Orangerie aujourd'hui. Oui. » Tout de suite. Je me suis figée. Antoine. Le directeur général de l'Orangerie Royale. Comment Thomas le connaissait-il? Et pourquoi l'appelait-il directement? Thomas a écouté un moment, puis a continué. Vérifie la clause de réservation concernant l'usage commercial versus les événements familiaux privés. Plus précisément, la fausse déclaration sur l'objectif de l'événement. Il y a eu une pause à l'autre bout. Je pouvais voir Thomas hocher légèrement la tête. C'est ce que je pensais. Athée. Il dit. Ils ont réservé avec le tarif réduction famille. N'est-ce pas? En prétendant que c'était un anniversaire privé, pour une nièce, mais en regardant le fil des réseaux sociaux en ce moment même, je vois des photographes de magazines, des logos de marques et du matériel promotionnel. C'est un lancement commercial. Antoine, c'est une violation de contrat. Il a fait une nouvelle pause. Écoutant, puis, il a porté le coup de grâce, annule l'événement, avec effet immédiat. Motif, rupture de contrat. Et Antoine, dis-lui que le propriétaire l'a personnellement demandé parce qu'il a exclu ses nièces de son propre bâtiment. Il a raccroché. Quand il s'est tourné vers moi, son expression était calme, mais ses yeux étaient durs. C'est fait. Athée, il dit simplement « Thomas, ai-je chuchoté? Qu'est-ce que tu viens de faire ?» Il s'est approché de moi, me prenant la main. Je leur ai rappelé qui tient vraiment les clés. Il m'a alors expliqué. Des années auparavant, avant notre mariage, il avait commencé à investir dans l'immobilier. L'une de ses premières acquisitions était un jardin botanique délabré qu'il avait rénové pour en faire l'Orangerie Royale. Il avait gardé sa propriété secrète, préférant laisser l'équipe de gestion s'en occuper, pendant qu'il se concentrait sur d'autres projets. Mais il l'avait acheté parce que je l'aimais. Parce qu'une fois, je lui avais dit que c'était le plus bel endroit de la ville. Ce bâtiment, athée, il dit en me regardant intensément, il fait partie de notre portefeuille. Il nous appartient. Et que je sois damnée si je les laisse utiliser notre propriété pour humilier nos enfants. Je l'ai regardé. Stupéfaite, le lieu où Sophie sirotait actuellement du champagne. Le lieu que Maxime utilisait pour lancer sa carrière. Le lieu dont ils avaient banni mes enfants. Il nous appartenait. La réalisation m'a frappée comme une force physique. Pendant tout ce temps, ils s'étaient vantés de leur accès, de leur exclusivité, de leur statut, et pendant tout ce temps, c'était Thomas qui détenait l'acte de propriété. Ils vont tout perdre. Ai-je dit, l'ampleur de la chose me frappant de plein fouet.
L'accompte. Le lancement. La réputation. Ils ont perdu leur intégrité il y a longtemps. A répondu Thomas. Ça. C'est juste la facture qui arrive. L'orangerie royale était, au dire de tous, une vision de perfection curatée. C'est du moins ce qu'on m'a raconté plus tard. Pendant que Thomas et moi étions dans la sécurité tranquille du musée, à l'autre bout de la ville. Maxime tenait court. Il se tenait sur la plateforme flottante en verre au centre de l'atrium principal, une coupe de champagne vintage à la main. Entouré des rédacteurs de Foi l'art de vivre foi et d'une poignée d'investisseurs potentiels. Il leur vendait du rêve. Sa vision. Son accès. Son partenariat exclusif avec le lieu le plus insaisissable de la ville. Sophie était à proximité, posant pour les photographes. Son sourire travaillé et fragile, s'assurant que chaque angle capturait les orchidées et l'éclairage. Mais jamais le vide là où la famille aurait dû être. C'était, à leurs yeux, le lancement parfait, jusqu'à ce que la musique s'arrête. Elle ne s'est pas estompée en douceur. Elle a coupé, brutalement. Le silence soudain était violent, brisant le bourdonnement poli du réseautage et le tintement des verres. Puis, les lumières de la salle se sont allumées d'un coup, des lumières de service cru, vives et impitoyables, qui ont balayé l'ambiance tamisée et rendu le décor coûteux soudainement austère et exposé. Un murmure de confusion a traversé la foule. Maxime a ri nerveusement, faisant signe à la cabine du DJ. Supposant que c'était un problème technique, juste un instant. Tout le monde, a-t-il annoncé, sa voix résonnant dans le calme soudain. Petit hoquet technique. On revient à l'ambiance dans une seconde. Mais l'ambiance n'allait pas revenir. Antoine, le directeur général, est entré sur la piste. Il ne souriait pas. Il était flanqué de 4 agents de sécurité en uniforme. Il n'avait pas l'air d'être là pour servir des petits fours. Il se déplaçait avec la précision efficace et lourde d'une équipe qui avait reçu un ordre direct d'en haut. Antoine a marché droit vers Maxime. Il n'a pas chuchoté. Il ne l'a pas pris à part pour lui épargner l'embarras. Il a parlé clairement, sa voix portant dans cet espace à l'acoustique parfaite. « Monsieur Mercier, » a dit Antoine, « cet événement est terminé avec effet immédiat. » Maxime a cligné des yeux, son sourire vacillant. « Pardon, Antoine. Qu'est-ce que vous faites ? On est en plein lancement. Vous avez réservé ce lieu sous un contrat familial privé, » a déclaré Antoine en levant une tablette. Clause 4. Section B. Interdiction. Stricte de toute activité commerciale. Promotion de marque ou événements médiatiques sous les tarifs familiaux. Vous êtes en rupture de contrat. On ferme tout. Vous n'êtes pas sérieux, a sifflé Maxime en s'approchant, le visage virant au rouge. Regardez autour de vous. Ce sont les plus grands rédacteurs de la ville. Vous êtes en train de m'humilier. Remettez les lumières et la musique. Ou je vous fais virer. C'était la défense classique de la brute. Menacer la personne que l'on croit en dessous de soi. Mais Maxime avait oublié que le pouvoir n'est pas une question de volume. C'est une question de levier. Je n'ai pas l'autorité pour remettre les lumières. Monsieur Mercier, a répondu Antoine calmement. Parce que l'ordre de les couper ne vient pas de moi, il vient du propriétaire. Le propriétaire a ricané Maxime. Je connais le propriétaire. On a un arrangement. Mettez-le au téléphone. Vous savez qui je suis. La salle est devenue mortellement silencieuse. C'était la question que tout homme arrogant pose juste avant de tomber. Antoine la regardait avec un mélange de pitié et de détachement professionnel. Non. Monsieur, je ne sais pas qui vous êtes. Mais le propriétaire, lui, le sait. Antoine a fait un pas en arrière, signalant aux agents de sécurité de commencer à diriger les invités vers les sorties. Puis il a délivré la phrase qui allait hanter Maxime pour le reste de sa carrière. Il dit que vous avez exclu ses nièces de son propre bâtiment, et il ne reçoit pas les gens qui ne connaissent pas la valeur de la famille. Les retombées ont été immédiates et spectaculaires. Mon téléphone a sonné avant même que les gardes n'aient fini de vider la salle. C'était Sophie. J'ai mis le haut-parleur pour que Thomas puisse entendre.
Tu nous as ruinés, a-t-elle hurlé, sa voix se brisant sous l'hystérie. C'est Thomas qui a fait ça. Il a fait fermer la soirée. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu as fait? Les rédacteurs partent. Les investisseurs sont furieux. Maxime va tout perdre. En arrière-plan, je pouvais entendre Maxime crier. Le son brut et guttural d'un homme regardant son ego se désintégrer en temps réel. Ma marque, ma réputation, je vais lui faire un procès. Je vais faire un procès à tout le monde. J'ai regardé Thomas. Il n'avait pas l'air triomphant. Il avait l'air fatigué. Comme un homme qui vient de sortir les poubelles, après les avoir laissées s'empiler trop longtemps. Il s'est penché et a pris le téléphone de ma main. « Sophie » a-t-il dit, sa voix tranchant le bruit comme une lame. « Tu voulais une expérience exclusive. Tu voulais un lancement de marque dont les gens se souviendraient. Je te l'ai offert. Tu nous as détruits, a-t-elle sangloté. Pourquoi tu as fait ça? Parce que tu as oublié qui a construit le sol sur lequel tu te tenais, a répondu Thomas. Tu ne peux pas cracher sur la famille et t'attendre à garder l'accès VIP. Il a raccroché. Le silence qui a rempli la voiture était lourd. Mais il n'était pas vide. C'était le son d'un verdict qui venait d'être rendu. En rentrant chez nous, bercé par le ronronnement des pneus sur le bitume, j'ai repensé aux cris de Maxime. J'ai pensé à la fragilité absolue du monde qu'ils avaient construit. Pendant des années, j'avais regardé Sophie et Maxime en me sentant toute petite. J'avais regardé leurs vêtements de créateurs, leurs voitures de luxe en leasing, leurs discours constants sur l'exclusivité et les réseaux haute valeur. Et je m'étais laissé croire qu'ils étaient puissants. Mais en les écoutant s'effondrer à cause d'un simple coup de téléphone, j'ai réalisé la vérité. C'est un concept que les sociologues appellent l'illusion du portefeuille vide. Maxime et Sophie n'avaient pas vraiment de pouvoir, ils le louaient. Toute leur identité était un bail. Le lieu n'était pas à eux. Il était réservé. Les vêtements étaient prêtés. Pas achetés. La marque n'était pas construite sur de la substance, du talent ou de la résilience. Elle était bâtie sur la perception de l'accès. Ils étaient les conservateurs d'une vie qu'ils ne pouvaient pas réellement se payer, empruntant le prestige des choses qui les entouraient pour combler le vide là où leur caractère aurait dû être. C'est pour ça qu'ils se sont effondrés si vite. Le vrai pouvoir, celui de Thomas, est silencieux. Il est structurel. C'est la fondation qui soutient le bâtiment. Mais le pouvoir que revendiquait Maxime, c'était juste du papier peint. Et au moment où Thomas l'a arraché, il n'y avait rien en dessous, à part du plâtre et des dettes. Ils n'ont pas été détruits par un rival commercial ou un krach boursier. Ils ont été détruits parce qu'ils ont essayé d'expulser le propriétaire de son propre bien, sans jamais réaliser que toute leur existence dépendait de sa bienveillance. Ça va, a demandé Thomas en me jetant un coup d'œil alors que nous entrions dans notre allée. J'ai regardé notre maison modeste, les jouets éparpillés sur la pelouse, la vie que nous possédions réellement. Brique par brique, je vais bien, ai-je dit, et pour la première fois depuis des années. Je le pensais vraiment. Je viens de réaliser qu'ils n'ont jamais été vraiment riches. Ils coûtaient juste cher. La chute a été rapide et totale. Maxime a perdu le contrat et son acompte. Un montant faramineux de 250 000 € envolé en un instant. Mais le coût financier n'était rien comparé aux dommages réputationnels. En 24 heures, le bruit a couru dans le cercle très fermé des organisateurs d'événements de luxe que Maxime Mercier avait été mis sur liste noire par le groupe Vanguard Hospitality pour conduite non professionnelle. Son partenariat exclusif a été exposé comme un mensonge et les clients ont commencé à retirer leurs contrats. Terrifiés à l'idée d'être associés à un navire en perdition, mes parents, Catherine et Philippe, nous ont appelés le lendemain. Ils n'étaient plus en colère. Ils étaient paniqués. « Comment as-tu pu le laisser faire ?» Ça a pleuré ma mère au téléphone. « Maxime, c'est la famille. Vous l'avez ruiné. On n'a rien fait. » Ai-je dit, la voix stable, « On a juste arrêté de subventionner votre cruauté. Thomas a protégé nos enfants. Si ça ruine Maxime, c'est que Maxime a bâti sa carrière sur des fondations très fragiles.
J'ai raccroché. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas ressenti le besoin de rappeler pour m'excuser. Je n'ai pas ressenti le besoin de réparer les choses. J'avais coupé le cordon. Et le silence qui a suivi n'était pas solitaire. Il était paisible. Des mois plus tard, Thomas et moi nous promenions dans le jardin botanique d'un parc public avec les enfants. C'était l'automne. Et les feuilles prenaient des teintes brillantes d'or et de pourpre. L'air était vif. Et le rire de nos enfants chassant les écureuils était la seule musique dont j'avais besoin. Nous nous sommes assis sur un banc pendant que les enfants jouaient à proximité. Tu sais l'argent des frais d'annulation, a demandé Thomas en les regardant courir. L'acompte que Maxime a perdu. Oui, je ne l'ai pas gardé. A-t-il dit. J'ai fait don de la somme entière au fonds de bourse d'études hôtelières. Ça aide des étudiants défavorisés à se former dans l'événementiel et la gestion hôtelière. Je l'ai regardé, sentant mon cœur gonfler. Il avait pris l'argent destiné à une fête élitiste et exclusive, et l'avait utilisé pour ouvrir des portes à des gens qui en avaient été exclus. C'était la justice du semeur, plantant des graines d'opportunité dans la terre brûlée de leur arrogance. C'est magnifique, ai-je dit en posant ma tête sur son épaule. Thomas a appelé les enfants. Ils sont arrivés en courant. Les joues rouges. À bout de souffle de joie, il s'est agenouillé dans l'herbe pour être à leur hauteur. « Hé !» Il dit doucement en brossant une feuille des cheveux de notre fille. « Je veux vous dire quelque chose d'important. Vous savez pourquoi nous ne sommes pas allés à cette fête? Parce qu'on n'était pas fort raccord avec l'image fois, a demandé ma fille, se souvenant des mots qu'elle avait entendus. « Non, » a dit Thomas fermement. « Parce que le vrai pouvoir, ce n'est pas de laisser les gens dehors. Ce n'est pas avoir des vêtements chers ou des bâtiments luxueux ou faire en sorte que les autres se sentent petits. Le vrai pouvoir, c'est d'avoir la capacité de laisser entrer tout le monde. C'est d'avoir la force de protéger les gens qu'on aime. » Il a embrassé son front. « Tu es toujours assez bien, tel que tu es, et ne laisse personne, jamais, te faire sentir que tu ne mérites pas ta place à la table. Parce que s'il ne te donne pas de siège, on construira notre propre table. Le vrai pouvoir n'a pas besoin de crier pour être entendu. Si vous avez déjà dû protéger votre paix contre les gens qui auraient dû vous protéger, partagez cette histoire. On ne sait jamais qui a besoin d'entendre qu'il est permis de partir.